Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de la série que je pourrais appeler, avec un jeu de mots approximatif et provocateur, la bourse ou la Covid. Malgré ce titre, je vous rassure, je vais quand même parler des mathématiques et de physique en évoquant ce génie que fut Galilée. Mais avant tout, je voudrais revenir sur vos réactions au cours précédent. Certains ou certaines d'entre vous m'ont écrit, je les en remercie, pour me faire part de leur réaction à ce cours. En particulier, je voudrais répondre ou tout au moins préciser quelques points concernant les explications. Alors, quelquefois, il est dit que les explications sont trop rapides. Alors, effectivement, c'est un problème pour moi difficile de trouver un rythme, étant donné l'absence de public en chair et en os. Quand je fais cours dans un amphi, je vois, et même je dirais je sens, les réactions des auditeurs et des auditrices. Et je sens à travers ça si je dois ralentir ou reprendre une explication. Et dans ce cas, j'essaie de réexpliquer d'une autre manière ce qui n'est pas pertinent dans un cours en vidéo. C'est en fait effectivement une difficulté que je rencontre et j'espère que vous voudrez bien m'en excuser et je vais essayer de corriger dans la mesure du possible ce problème. En tout cas, j'attends toujours avec impatience vos réactions qui me sont très profitables. Je vous donne quelques petits conseils, on va dire, pour suivre la vidéo sur YouTube. Peut-être vous connaissez effectivement ces techniques. Pour mettre en pause la vidéo, ce qui peut être utile pour voir par exemple un écran précis et le lire, vous avez la touche K de votre clavier qui permet de mettre en pause et en appuyant à nouveau sur la touche K, vous pouvez recommencer à la lecture de la vidéo. Ensuite, les touches flèche gauche de votre clavier et flèche droite, qui sont en général à droite de votre clavier, permettent d'avancer ou de reculer de 5 secondes. Et en appuyant plusieurs fois, on peut reculer, c'est surtout ça qui est utile, à vrai dire, plusieurs fois, ce qui permet de réécouter les dernières secondes ou la dernière minute des explications. Enfin, vous avez une touche, on va dire, un peu anecdotique, la touche C, qui permet d'avoir des sous-titres en français, même si je suis censé parler français. Mais quelquefois, c'est pas toujours très audible. Et donc ces sous-titres sont générés automatiquement par YouTube, ce qui parfois donne des résultats assez hilarants. Je vous conseille d'essayer, vous verrez. D'autres remarques m'ont montré qu'il y avait quelques imprécisions dans le cours précédent, donc je vais vous donner, en cliquant ici, quelques compléments sur le cours précédent, avant de passer ensuite à Galilée. Alors, dans le cours précédent, à la 28e minute environ, vous avez cet écran où je montre comment calculer le demi-grand axe de l'orbite d'une planète du système solaire. Et on applique donc la troisième loi de Kepler, dont je donne ici l'expression. Et la question qui m'a été posée, c'est d'où vient ce 1 sur m d'une certaine façon. En fait, c'est une question de convention, enfin pas tout à fait de convention d'ailleurs, de choix des unités. Donc, je vais tenter de vous expliquer ceci de manière différente. D'abord, l'explication qui viendrait de Newton. Donc, c'est une explication un peu anachronique, puisque je n'ai pas encore parlé de Newton, mais qui a l'avantage de montrer explicitement la formule. Newton démontre que t carré sur a au cube, alors chez Kepler on disait que c'était égal à une constante, mais la constante Newton la calcule, c'est 4 pi au carré sur g facteur de m plus m, où g est la constante de gravitation universelle, ce qui apparaît donc chez Newton, c'est-à-dire la constante qui règle au niveau de l'univers les lois de la gravitation, et m est la masse de l'étoile, puisqu'on est dans un système avec une étoile et des planètes qui tournent autour, et petit m, la masse de la planète qu'on est en train d'étudier, sur laquelle on est en train de travailler. Alors, m étant beaucoup plus petit que grand M, en général, on peut écrire que
on peut remplacer petit m plus grand M par grand M. Donc la loi s'écrit de cette manière-là. Alors au sujet des unités, parce que certains m'ont demandé pourquoi t carré sur a au cube. Alors t c'est une unité de temps, en unité de temps, a c'est une distance, et pourquoi ça donnerait une masse, ou l'inverse d'une masse. Alors ceci vient des unités de g en fait, dans la formule qui est là. G étant, alors ce qu'on appelle l'équation aux dimensions, c'est-à-dire ça donne la représentation, non pas sous forme d'unité, mais sous forme de ce qui intervient dans la formule et qui sera après traduit en termes d'unité, selon les systèmes d'unité. Alors, G c'est en masse moins 1, puisque vous avez, enfin pardon, G c'est en masse moins 1, fois longueur au cube, fois temps, puissance moins 2. C'est-à-dire que G c'est le cube d'une longueur, divisé par une masse multipliée par un temps au carré, dans les équations de Newton. Ça revient à dire ça, hein, cette expression. Moins 1, ça veut dire que l'on met au dénominateur, ici, avec un exposant égal à 1. Donc c'est la masse au dénominateur. La longueur, puissance 3, est au numérateur. Et le temps, puissance moins 2, c'est un temps au carré au dénominateur. Donc G a cette formule de dimension. Ce qui donne par passage au dénominateur, la dimension ici du second membre égale à masse, puisque je l'ai mis au dénominateur cette fois-ci, donc ça devient masse à la place de masse moins 1, fois longueur puissance moins 3, fois temps au carré, fois masse, puisqu'on a à nouveau la masse qui est ici. Donc G, c'est au dénominateur, c'est masse fois longueur moins 3, puissance moins 3, fois temps au carré, c'est-à-dire l'inverse de ceci, multiplié par masse moins 1, puisque masse est au dénominateur. Soit, en simplifiant, longueur à la puissance moins 3, alors là c'est longueur puissance moins 3 qui est ici, temps au carré c'est ici, mais masse fois masse puissance moins 1, ça donne longueur puissance, ça donne 1 en fait, donc la masse disparaît, longueur puissance moins 3 fois temps au carré. Ce qui est cohérent avec le premier membre, puisque ici vous avez bien temps au carré divisé par longueur à la puissance 3. Donc ça explique les unités, ça explique la cohérence, on va dire, en termes d'unité de cette formule. Alors pourquoi il y a 1 au numérateur? Eh bien après, je donne. Alors ça c'est l'explication, j'avais dit l'explication newtonienne, hein, donc postérieure d'un demi-siècle aux lois de Kepler. Mais l'explication dans Kepler, disons, est beaucoup plus simple, c'est que t au carré sur a au cube est une constante, sans préciser quelle est cette constante. Alors une constante, ça veut dire que ça dépend quand même du système dans lequel on est, ça dépend de la masse de l'étoile en particulier. Ça dépend de la masse de l'étoile, donc c'est constant, on va dire, dans notre système solaire. Alors pour une étoile donnée, et n'importe laquelle de ces planètes. Pour la Terre, on choisira cette constante égale à 1, en prenant comme unité la longueur en unité astronomique. Alors l'unité astronomique, c'est la distance Terre-Soleil, donc ça donne A égale 1. Et donc une unité astronomique, et le temps en année, donc T égale 1 pour la Terre, puisque la Terre fait le tour du Soleil en une année. Donc voilà l'explication de cette formule que j'ai donnée effectivement de manière un peu rapide. En réalité, ce qui m'intéresse dans cette formule, ce n'est pas le détail, comme je viens de vous le montrer, des calculs, on va dire, mais c'est la forme du résultat qui elle-même permet de déduire le demi-grand axe. Comme souvent, quelqu'un a dit le diable est dans les détails, et c'est souvent vrai, aussi bien en mathématiques qu'en politique, et cette fois-ci, disons que l'idée c'est que c'est le t carré sur a au cube qui est constant, qui est important. Le détail des calculs n'intervient pas vraiment dans l'explication. Et souvent, d'ailleurs, les calculs, le détail des calculs peut et doit, dans certains cas, être... vous ne devez pas trop en tenir compte, en particulier si vous avez des difficultés à suivre les explications mathématiques, parce que le détail des calculs ne doit pas cacher le sens, encore une fois, pas le sens des mathématiques, mais le sens des formules, qui est pour moi le plus important. Alors, j'ai une deuxième explication à donner, donc je ferme celle-ci. Et je passe au deuxième complément au cours précédent, avant d'en venir ensuite à Galilée. Alors, à la 48e minute environ,
48e minute de la vidéo, je parle là de la vidéo précédente, vous avez le calcul, la masse de trou noir, du trou noir au centre de la galaxie, obtenu par calcul à partir de la rotation de l'étoile S2, qui est en orbite autour du trou noir central dans notre galaxie, qui a été observé donc assez récemment. Alors vous avez ici un certain nombre de calculs sur lesquels je ne reviens pas, mais on m'a posé la question, comment obtient-on 850 unités astronomiques pour le demi-grand axe OH? Alors ça, ce que j'ai représenté ici, c'est la trajectoire, c'est ce cercle-là, en jaune, là qu'on ne voit pas très bien, c'est la trajectoire de l'étoile autour du trou noir qui serait en haut. 8000 parsecs, c'est ce que j'avais donné, c'est la distance entre entre le trou noir, disons, et nous, et la Terre. Et donc là, vous avez une figure qui représente la situation d'observation, où on observe finalement le demi-grand axe, qui serait le rayon ici, puisqu'on prend un cercle, sous un angle de 0,119 secondes d'arc, donc à une distance de 8000 parsecs. Alors l'explication pour les 850 années-lumière, qui d'ailleurs, je précise, encore une fois, l'explication n'était pas tout à fait complète, à une distance de 1 parsec, c'est la définition du parsec, on voit un arc de 1 unité astronomique, une UA, sous un angle de 1 seconde. Ça, c'est la définition du parsec. Donc, par proportionnalité, dans la situation où on est là, à une distance de 8000 parsecs, on voit un arc de 8000 unités astronomiques sous un angle de 1 seconde. Et comme on a un angle de 0,119 secondes, toujours par proportionnalité, sous un angle de 0,119 secondes d'arc, on devrait voir à 8000 parsecs un arc de 8000 fois 0,119 unités astronomiques, soit 960 unités astronomiques. Ce qui n'est pas exactement la valeur que j'ai donnée, c'est-à-dire, je ne me souviens plus ce que j'avais donné, 850, pardon, ici. Pourquoi la différence? À vrai dire, je ne suis pas certain de mon explication. Et si donc parmi vous des gens qui ont des connaissances en astronomie qui sont supérieures aux miennes, ce qui à mon avis est plutôt courant, parce que je ne suis pas du tout spécialiste d'astronomie, ça vient du fait que le plan d'observation, le plan sur lequel on voit la trajectoire de cette étoile autour du trou noir n'est pas perpendiculaire au plan d'observation. Donc il y a une correction, j'en avais parlé dans le cours précédent, une correction qui doit se faire en fonction de cet angle, d'une certaine façon en projetant cet angle en projetant cette longueur, 960 unités astronomiques, sur le plan réel de rotation. Ça serait en fait l'angle, la distance que l'on observe, et la distance réelle serait obtenue par projection. Mais je ne suis pas certain de cette explication, donc si certaines ou certains d'entre vous ont une explication plus vraie, plus réaliste ou plus vraie, je serais heureux que vous me la communiquiez. Je vous rappelle que vous pouvez toujours m'écrire sous l'adresse michel.damien, D-A-M-I-E-N-S, le tout en minuscule, @gmail.com. Alors, passons maintenant à Galilée. Alors, tout d'abord, Galilée, donc, c'est quelqu'un qui est né avant 1600 et qui va donc, enfin peu avant 1600, et qui va être contemporain de toute la période donc où on voit apparaître, il y a Kepler d'abord, bien sûr, puis en mathématiques ou en philosophie Descartes, Fermat en France, en mathématiques, Pascal aussi. Et donc tous ces gens-là vont constituer effectivement ce qu'on appelle la révolution scientifique, ce que j'appelle en tout cas la révolution scientifique du XVIIe siècle, et qui va aboutir à Newton, dont je parlerai dans les cours qui vont suivre. Alors, on va s'intéresser presque exclusivement au Galilée qui étudie le mouvement sur Terre. Pourquoi je précise le mouvement sur Terre? C'est par opposition à Kepler qui étudie le mouvement dans le ciel. Alors c'est très approximatif ce que je dis là, c'est-à-dire que tous les deux se sont intéressés à la fois au mouvement sur Terre et au mouvement dans le ciel.
Je fais cette opposition par rapport à l'aristotélisme, justement, qui opposait les deux types de mouvements. J'en ai parlé déjà la semaine dernière et puis l'année précédente. Donc, Galilée va contredire ou critiquer l'aristotélisme à partir des observations et des théories qu'il va construire concernant les mouvements des objets au voisinage de la Terre, hein, dans le monde infralunaire, on dirait, si on était aristotélicien. Alors, le lien entre les théories développées par Galilée sur Terre, les théories développées par Kepler dans le ciel, vont être faits par Newton. Ça va constituer effectivement le génie de Newton de relier ces deux choses pour en déduire les lois de la gravitation. Alors, vous avez ici l'image qui n'est pas très claire là-dessus, c'est la chaire de Galilée à Padoue, en Italie, donc en Italie du Nord, entre 1592 et 1610, où il enseignait. Donc, vous avez donc... alors, il faut que je me débarrasse de cette image maintenant. Voilà. Et donc, je vais un peu expliquer tout d'abord la genèse du travail de Galilée. Alors, il y a une erreur déjà dans ce que j'ai écrit, c'est pas la supernova de 1664, mais la supernova de 1604. Alors, la supernova de 1604, c'est un phénomène donc observé dans le ciel par Galilée et ses contemporains. C'est une explosion d'étoiles, en fait, qui est observée en 1604 et 1605, et qui succède d'ailleurs à une autre observation de supernova qui a eu lieu avant 1600, en 1572. Alors, cette supernova est très brillante, et contrairement à ce qui s'était passé en 1572, où la supernova qui était apparue dans le ciel et qui était aussi très brillante avait été interprétée par Tycho Brahe comme un phénomène atmosphérique sublunaire, parce qu'on ne pouvait pas imaginer qu'une étoile meure ou explose. Les étoiles étaient incorruptibles, elles étaient dans le monde supralunaire, aristotélicien, dans lequel rien ne change jamais. Donc, on ne pouvait interpréter une supernova, c'est-à-dire un changement important de ce qui pourrait être une étoile, justement, on ne pouvait pas l'interpréter de cette manière. Donc, Tycho Brahe, en 1572, on avait conclu que c'était un phénomène atmosphérique, puisqu'il se passait, et donc qui se passait en dessous de la Lune. Mais, dans celle de 1604, Galilée va calculer la position de ce qui se passe de cette supernova et en déduire que c'est une étoile. Il démontre que ça ne peut pas être un phénomène qui se passe en dessous de la Lune, ce qui contredit complètement le dogme aristotélicien de l'incorruptibilité du monde supralunaire. Et Galilée va profiter de cet événement, de la supernova, pour développer une des idées qui va être l'une des bases de la révolution scientifique, qui est que ce ne sont pas les conceptions philosophiques qui doivent déterminer la vérité dans les sciences. Autrement dit, les conceptions philosophiques, ils visent à part ça les conceptions aristotéliciennes, ne doivent pas déterminer la vérité dans les sciences. Donc ceci remet en cause l'opinion dominante, et ça suscite de violentes querelles parmi les intellectuels de Padoue en particulier. Donc l'opinion dominante qui était que seul le philosophe qui étudie les essences ou l'essence des choses est autorisé à disserter sur la véritable structure du monde, tandis que l'astronome doit se contenter de calculer. Donc, selon cette opinion assez répandue, même très répandue, bien que déjà battue en brèche avant Galilée, la science astronomique ne pouvait et ne devait pas rechercher la vérité. Cette interprétation fut d'ailleurs l'objet d'un manifeste paru à l'occasion de la pression du traité de Copernic en 1543. Le texte de Copernic contenait une brève préface à l'intention des lecteurs.
il y était question de la liberté d'émettre des hypothèses et de la fonction de ces dernières, c'est-à-dire le texte précisait dans la préface, qui n'a pas été écrite, semble-t-il, par Copernic lui-même, mais par Osiander. Il semble donc ce texte précisait que les opinions de Copernic sur l'héliocentrisme étaient des opinions, en fait, c'est-à-dire des hypothèses plutôt, et que ça ne remettait pas en cause les dogmes religieux, en tout cas, ou philosophiques courants. En réalité, cette préface est écrite par l'éditeur de Copernic, Osiander, qui, par le fait qu'il craint les mesures de rétorsion de l'Inquisition, prend beaucoup de précautions. Je vous lis un extrait de ce texte. Il n'est en réalité, il parle donc des hypothèses ou du texte des idées de Copernic, il n'est en réalité pas nécessaire que ces hypothèses soient vraies, ni même qu'elles soient vraisemblables. Il suffit que les résultats des calculs qu'elles permettent soient en harmonie avec les phénomènes observés. Donc vous voyez que dans ce texte, je pense qu'il me semble d'ailleurs que ce texte a été écrit alors que Copernic était mourant, donc il n'a pas pu en prendre connaissance sans doute, mais je ne suis pas tout à fait sûr. Le scientifique est donc libre de formuler des hypothèses. Vous voyez que même si celles-ci sont absurdes, au regard des opinions des philosophes et des théologiens. Et cette liberté n'est toutefois acquise qu'au prix d'une renonciation, celle de la recherche de la vérité. Le scientifique expose ses conjectures, non pas pour convaincre de leur vérité, mais uniquement pour fonder correctement ses calculs. À l'époque de Galilée, en particulier en 1605, apparaît un texte qu'on appelle le Dialogo de Cecco, qui n'est pas signé par Galilée, mais auquel Galilée a pu peut-être participer, qui défend ses idées, et qui est écrit en langue populaire, et ce qui contrarie énormément les professeurs de l'université de Padoue. En fait, dans ce texte, qui est écrit sous la forme d'un dialogue, ce qui est une forme courante à l'époque et qui sera reprise par Galilée un peu plus tard, deux personnages qui sont, on dirait, des personnages de bon sens, ne sont pas des scientifiques, discutent de la validité des idées aristotéliciennes confrontées à celles de Galilée. Et donc, la question qui se pose, c'est un ensemble de mesures, celles faites par Galilée par exemple, était-il du point de vue de la vérité préférable aux opinions des philosophes ? Galilée lui-même avait recueilli déjà à cette époque de nombreuses données dans un domaine autre que l'astronomie, qui est la mécanique, ce qui va nous occuper par la suite. Et le monde tel qu'il est sa représentation du monde tel qu'il est, on va dire, va être confortée par ses observations au télescope, après 1609. Le télescope apparaît un peu avant, mais c'est lui qui va l'utiliser de manière extrêmement efficace, et ces mesures, ces observations vont conforter son opinion. En 1613, par exemple, il écrivait, dans ses lettres sur les taches solaires, que les astronomes ne devaient pas se contenter de calculer, mais qu'il leur appartenait d'étudier en tout premier lieu et par l'observation la véritable constitution de l'univers, puisque cette constitution existe, et ce de manière unique, réelle et incontestable. Il mettait ainsi sur le tapis le problème que de nombreux érudits avaient cru résolu avec diplomatie par l'hypocrite préface d'Osiander au livre de Copernic. Je vous donne quelques autres citations de Galilée. Les noms et les attributs doivent s'accommoder à l'essence des choses, et non l'essence au nom. Car d'abord furent les choses, et ensuite les noms. Dans le Dialogo di Cecco, il y a aussi cette phrase: « Pour mesurer la position d'un corps lumineux et déterminer sa nature, étoile ou phénomène météorologique, l'astronome ne se soucie pas de savoir si l'objet est d'essence céleste ou fait de vulgaire farine. »
En réalité, il y avait à cette époque des aristotéliciens qu'on pourrait qualifier d'éclairés. En particulier, justement, le mentor de Galilée à Pise, qui s'appelait Buonamici. Ceux-ci ne nient pas l'importance des observations. Ils analysent plutôt les relations entre métaphysique, mathématiques et philosophie naturelle. Philosophie naturelle, c'est ce qu'on appellerait sans doute actuellement physique. Et ils accordent cependant, c'est conformément à Aristote, ils accordent la priorité à la métaphysique, surtout en ce qui concerne le monde supralunaire, dans la mesure où les mathématiques et les sciences sont des disciplines autonomes, mais dont les résultats, dans un certain sens, doivent être validés par la philosophie, seule à même de connaître les causes, les substances universelles et Dieu. La supernova donc de 1604 va être l'occasion pour Galilée de préciser sa pensée. Alors je m'aperçois que je passe beaucoup de temps à expliquer en réalité les conceptions philosophiques qui sont à l'œuvre, conceptions philosophiques concernant la philosophie des sciences, qui sont à l'œuvre à cette époque-là. Mais je pense que c'est extrêmement important dans la mesure où, effectivement, Galilée marque un tournant dans la science, dans la mesure où, effectivement, on peut le considérer comme le fondateur de la science moderne, ou l'un des fondateurs de la science moderne, l'un des plus importants fondateurs de la science moderne. Donc il ne me paraît pas inutile d'insister sur ces points. Alors je voudrais continuer en parlant des débats autour de Galilée, avant de passer, je vous rassure pour ceux qui préfèrent une explication scientifique, plus scientifique, donc avant de passer au calcul et aux descriptions des idées de Galilée, aux descriptions mathématiques des idées de Galilée, mathématiques et physiques, donc je voudrais parler des débats. Je ne vais pas parler ici de la question, en tout cas pas directement de la question bien connue du procès de Galilée, même si c'est le titre du premier paragraphe de texte que vous voyez, mais je vais, parce que c'est un débat qui interne, on va dire, à l'Église et à la philosophie, mais qu'il est important de voir du point de vue actuel, enfin du point de vue de la science et de la philosophie des sciences, disons du 19e et du 20e siècle. Donc on peut dire que, enfin j'ai choisi en tout cas 3 types de débats qui portaient autour de Galilée. La première question, c'est: le procès de Galilée était-il d'ordre religieux ou personnel? Donc, je vais revenir là-dessus. Ensuite, est-ce que Galilée constitue une rupture totale par rapport à la science, ou on pourrait dire l'absence de science qui le précédait, ou est-il en continuité avec ce qui s'est fait au Moyen-Âge en particulier et à la Renaissance? Et puis, troisième question, les découvertes de Galilée sont-elles du domaine conceptuel, c'est-à-dire du domaine du rationnel, ce qu'on pourrait appeler le rationalisme, ou du domaine empiriste, c'est-à-dire du domaine expérimental? Alors, les 2 premières questions sont liées chez un historien catholique du début du XXe siècle, catholique à son importance pour la suite, qui s'appelle Pierre Duhem, qui a joué un grand rôle dans cette histoire. Il insiste sur le continuisme, c'est un partisan du continuisme à partir des médiévaux. Alors ce qu'on appelle l'école d'Oxford, c'était un groupe de mathématiciens du XIVe siècle, et puis un élève de cette école qui s'appelait Oresme. Il défend la position, je parle de Duhem, là, il défend la position selon laquelle le Moyen-Âge n'était pas une époque d'obscurantisme religieux et que Galilée lui doit beaucoup. Alors, en fait, c'est là que sa position en tant que catholique est importante, parce qu'il veut défendre l'idée que la religion catholique n'a pas empêché le développement de la science. Bon. En réalité, depuis Duhem,
beaucoup de débats chez les historiens des sciences ont eu lieu autour de ce problème, et il semble que Galilée ait hérité, par exemple, des méthodes de représentation graphique d'Oresme et des médiévaux, c'est-à-dire, on va voir un peu plus tard qu'Oresme, en tout cas, et les médiévaux, peut-être avant, ont dessiné pour la première fois des représentations graphiques des phénomènes liés au mouvement. Mais la différence, c'est que les médiévaux, ce qu'ils appelaient changement, c'était dans le vocabulaire aristotélicien, ça s'appliquait pas seulement au mouvement, ça s'appliquait aussi à des formes comme la charité. Alors par exemple, ils représentaient, ils comparaient dans leur représentation le fait d'être charitable à certains moments de sa vie, ou alors être charitable de manière constante, on va dire, tout au long de sa vie. Une forme de représentation graphique de la variation de la charité et de son efficacité dans les deux cas. Mais il ne faisait pas d'expérience, ce qui n'est pas le cas de Galilée. Par contre, Galilée ne semble pas avoir eu connaissance en détail de ses travaux. Il en a entendu parler parce que c'était en gros dans l'air du temps, ces représentations graphiques. Et il considère comme normal d'utiliser les graphiques pour représenter le mouvement. Mais on peut voir, si on étudie précisément les textes, qu'il ne tient pas compte, en tout cas, précisément de tout ce qui avait été fait par les médiévaux. Ensuite, le problème donc de la troisième question que je pose, c'est-à-dire opposition au rationalisme défendu par un historien qui s'appelle Coiré, entre rationalisme donc et empirisme. Alors, Coiré, par exemple, soutient que l'expérience de la tour de Pise, qui est très connue, c'est-à-dire l'expérience sur laquelle Galilée, j'en ai parlé l'an dernier, aurait laissé tomber des objets du sommet de la tour de Pise pour étudier le mouvement de chute libre. Alors, Coiré soutient que c'est une expérience de pensée et qu'elle n'a pas eu lieu. Alors, effectivement, on trouve chez Galilée une expérience de pensée à ce sujet. Alors je le reprends, j'en avais parlé un peu l'an dernier. Il imagine deux corps de masse, grand A et grand B, avec grand A plus petit que grand B. Bon, reliés entre eux, par une ficelle par exemple. Alors, ces deux masses, d'après les conceptions des aristotéliciens, devraient tomber à une vitesse que je vais noter A plus B, qui serait proportionnelle à la somme des deux, on va dire, puisque les aristotéliciens pensaient que la vitesse de chute des objets dépendait de leur masse. Et donc cette vitesse A plus B, enfin proportionnelle à A plus B, est plus grande que B. Mais par contre, pour d'autres raisons liées aux conceptions aristotéliciennes, et en particulier le fait que l'une des masses devrait freiner l'autre, et donc il devrait tomber à une vitesse moyenne qui serait A plus B sur 2, qui elle est plus petite que B. Et donc Galilée en déduit que la seule conclusion que l'on puisse en tirer, c'est que les hypothèses des aristotéliciens ne sont pas correctes et que la vitesse ne dépend pas de la masse. De même, Coiré, il conteste la réalisabilité des expériences sur les plans inclinés qu'a fait, je vais en parler plus tard, qu'a fait Galilée, étant donné l'imprécision, par exemple, des capacités de mesure du temps de cette époque. Mais, en réalité, il semble que ces expériences ont été réalisées, quand même. C'est-à-dire que les expériences de la chute libre, on en a, à la tour de Pise en tout cas, on en a des exposés dans des textes historiques qui datent même d'avant Galilée, c'est-à-dire qu'ils auraient été faits juste avant lui ou à son époque, donc c'est tout à fait plausible qu'il les ait faits aussi. Et puis, pour les plans inclinés, on a trouvé des textes de Galilée avec des annotations qui correspondent à des relevés d'expérience, c'est-à-dire des annotations qui donnent des résultats de mesure, des résultats avec des
de différentes mesures avec des précisions différentes, ce qui semble vouloir dire qu'il ait effectivement réalisé l'expérience. Alors, dans les expériences de chute libre, il semble aussi que Galilée ait fait l'expérience, alors pas du point de vue, pas en le faisant tomber nécessairement du haut de la tour de Pise, mais en faisant tomber les objets dans des milieux plus ou moins résistants. Par exemple, dans de la boue plus ou moins compacte, dans de l'argile, avec la prise en compte des frottements, et que c'est, et j'y reviendrai plus tard, en passant à la limite avec une résistance nulle, qui va en déduire la loi d'inertie. Donc, on peut dire que, à la fois, il y avait chez Galilée des expériences de pensée qui n'ont pas été nécessairement réalisées, et on verra que ce n'était peut-être justement pas nécessaire, mais aussi quand même une vérification de ces hypothèses théoriques dans ces expériences de pensée par des expériences. Pour terminer, il est intéressant donc de constater que la vision que l'on peut avoir de la science à une époque, à travers les travaux des historiens des sciences et des philosophes des sciences qui lisent en détail les textes, et ce sont des travaux qui sont toujours en cours, varie avec le temps et aussi un peu avec l'opinion préalable de ces historiens, de ces philosophes. Et donc la vision que l'on a de la science des temps passés est quand même variable et évolue, ce qui relativise aussi, paradoxalement, la vision que l'on peut avoir de la science actuelle au moment où elle se fait. Alors entrons maintenant dans le vif du sujet physico-mathématique et essayons de voir dans le détail un certain nombre d'aspects du travail de Galilée concernant donc le mouvement. Je rappelle, je me concentre sur le travail de Galilée sur le mouvement sur Terre. Alors, on vient de parler de Coiré et de sa contestation de l'expérimentation, on va dire. Et donc, dans un certain sens, on peut dire que, je l'ai dit avant, mais je le répète, Coiré avait raison, c'est-à-dire que Galilée conçoit son travail c'est S-O-N et pas S-O-N-T, comme un travail d'axiomatisation. Donc, il propose un principe. En fait, un travail d'axiomatisation, ça veut dire qu'il va prendre des hypothèses préalables, et ça correspond à peu près à ce que dit Coiré sur les expériences de pensée, les hypothèses préalables étant des formulations de ces expériences, des formulations théoriques de ces expériences de pensée. Alors il propose comme principe que la vitesse est proportionnelle à la distance parcourue, ce qui est faux en réalité. C'est-à-dire maintenant on sait que c'est faux. Donc on va analyser un peu ce point. Et c'est d'ailleurs un travail ensuite mathématique qui va lui permettre de rectifier cette erreur. Donc, la contradiction à laquelle il va aboutir, il va s'en apercevoir à travers ce que je vais vous montrer maintenant. Alors, il faut que je remette ceci au départ. Voilà. Donc vous avez sur cette simulation, la simulation de la chute d'un corps, M, qui va tomber à partir de O, selon cette trajectoire. La trajectoire, c'est ceci. Bon, là, vous avez un axe qui ne correspond pas à grand-chose, parce que je n'ai pas respecté les dimensions. Bien sûr, les dimensions réelles, c'est un modèle. Donc, au départ, la vitesse de l'objet est nulle, et le corps, je vais le faire descendre. Donc il se déplace avec la première hypothèse qui est la vitesse est proportionnelle à la distance parcourue. C'est-à-dire qu'il va de plus en plus vite. Disons que proportionnelle à la distance parcourue, ceci A, B, ce sont les différentes distances. Donc si A est à 1 mètre de haut, B est à 2 mètres de haut, et dire que c'est proportionnel, c'est que si la vitesse, par exemple, acquise en A est 10 mètres par seconde, et bien ici, ça sera 20 mètres par seconde, ensuite 30 mètres par seconde. Tout le monde à cette époque, je veux dire que jusqu'à cette époque en tout cas,
on est quand même bien convaincu que le corps ne tombe pas toujours à la même vitesse, tout au moins au début de son mouvement. Et après, la question se pose pour beaucoup de monde, c'est est-ce qu'il va continuer à accélérer tout le temps, aller de plus en plus vite, ce qui aboutirait à une vitesse infinie, ou est-ce qu'il va se stabiliser? Et c'est une question compliquée parce que, bien sûr, le problème dépend du fait que l'on prenne ou pas en compte les frottements. Mais n'allons pas trop vite et revenons donc, je remets au début l'objet, vous avez vu l'idée de cette expérience. Alors, donc, si je... Non, excusez-moi. Si je le fais descendre ici d'une unité, hein, c'est-à-dire je le fais descendre jusque-là, bon, donc il a acquis une certaine vitesse, donc je répète ce que j'ai dit avant, et si je continuais, eh bien, il acquérait une vitesse double, puisque c'est proportionnel à la distance parcourue. Alors, je reviens en arrière. Donc, prenons, d'après le théorème de la moyenne des vitesses, alors ça c'est un théorème dont je parlerai après, mais je l'utilise tout de suite. Le théorème de la moyenne des vitesses, a été en fait mis en évidence par les mathématiciens d'Oxford, dont j'ai parlé tout à l'heure, et Oresme. Il dit que, en fait, l'objet se déplace à une vitesse qui n'est pas constante, mais sa vitesse moyenne sur l'ensemble d'un trajet est la moyenne entre la vitesse qu'il obtient à l'extrémité du trajet et la vitesse qu'il avait au démarrage. Donc, supposons donc que sa vitesse soit de 1 mètre par seconde en A. Sa vitesse était 0 au départ. Donc, entre O et A, sa vitesse moyenne, c'est 0,5. La moyenne entre 0 et 1. Donc, vous voyez là, il se déplace et vous avez la vitesse qui s'écrit. Il va de plus en plus vite. Ça ne se voit pas vraiment facilement sur ces mesures. Et donc, quand il arrive en A, sa vitesse, c'est 1. La vitesse moyenne entre O et A, c'est donc 0,5. Alors ça, c'était quelque chose qui était admis à son époque. Et qui va poser comme principe d'ailleurs après. Alors, ensuite, sur la deuxième partie du trajet, toujours avec la même hypothèse, que la vitesse est proportionnelle. Il était parti d'une vitesse égale à 1, il aboutit à une vitesse égale à 2, donc vous pouvez en déduire que sur la deuxième partie du trajet, sa vitesse moyenne c'est 1,5. Entre 1 et 2, la moyenne c'est 1,5. Donc, maintenant, suivons le raisonnement de Galilée, qui va aboutir à une contradiction avec l'hypothèse de départ. Comme M a parcouru à chaque fois la même distance, la vitesse moyenne entre O et B est maintenant ce qu'on appelle la moyenne harmonique entre 0,5 et 1,5, soit 0,75. Alors, j'explique ce que c'est que la moyenne harmonique. Alors, je ne l'explique pas, je le décris en dessous. La moyenne harmonique, c'est pas la même chose que la moyenne arithmétique où on prend le premier et le deuxième et on divise par 2. Alors, je n'explique pas, je ne donne pas la formule, mais je donne l'explication. Pour aller de O à A, il a mis 2 secondes, puisque sa vitesse moyenne, c'était 0,5 et qu'il a parcouru 1 mètre. Donc, pour aller de O à A, le temps qu'il met, c'est 1 mètre divisé par 0,5, et donc c'est 2. Pour aller de A à B, il parcourt toujours 1 mètre, mais comme sa vitesse moyenne c'est 1,5, le temps qu'il met c'est 1 divisé par 1,5, c'est-à-dire 0,66. Donc en tout, pour aller de O à B, il a mis 2,66 secondes, la somme de ces deux temps, pour parcourir 2 mètres, soit une vitesse de 2 divisé par 2,66, c'est-à-dire 0,75 mètres par seconde, le résultat qui est là. Donc ce n'est pas la moyenne entre les deux qui sont là. 0,75, ce n'est pas la moyenne. Donc vous voyez, il faut que là vous pouvez mettre sur pause, peut-être, et regarder le calcul,
pour vous apercevoir que d'après le calcul de vitesse sur l'intervalle OB, on obtient une vitesse moyenne de 0,75 mètres par seconde. Mais, dernière chose, d'après le théorème de la moyenne, la vitesse devrait être égale à la moyenne entre 0,5 et 1,5, c'est-à-dire 1. Donc, on a une contradiction entre ces deux résultats, ce qui fait que l'hypothèse de départ, c'est-à-dire l'hypothèse de la vitesse est proportionnelle à la distance parcourue, est fausse. Alors, je pense qu'il peut être nécessaire, là, comme je l'ai dit au début, que vous reveniez en arrière, pour certains d'entre vous qui n'ont pas l'habitude de ce type de calcul. Mais l'important, encore une fois, ce n'est pas le calcul en détail, encore qu'historiquement c'est très important, mais c'est de comprendre que, finalement, il a fait un raisonnement mathématique. Il est parti d'une hypothèse qui est d'origine physique, on va dire, on peut dire une expérience de pensée, c'est-à-dire qu'il imagine que la vitesse est proportionnelle à la distance parcourue. Et par un raisonnement purement mathématique, par des calculs, il aboutit à une contradiction. Et donc, il y a en jeu là deux choses. Il y a en jeu une chose qui sont les mathématiques, on va dire, mais sous deux formes. Il y a d'abord le fait de croire au raisonnement, plus qu'à l'expérience dans ce cas-là, et de se baser, en se basant sur une hypothèse, on pourrait dire un axiome. Et ça, c'est fondamental, effectivement, dans la vision de la science qui naît à cette époque-là. Alors, je vais revenir au diaporama. Donc, vous voyez sur ce dessin ici, que je vais mettre après en plus grande, sur lequel je vais zoomer, on va voir que dans la suite, parce que son problème, c'est donc que la distance n'intervient pas directement dans le calcul de la vitesse. En tout cas, que le fait de prendre la distance comme paramètre, ou comme variable libre, on dirait en mathématiques ou en physique, ne marche pas pour trouver la loi de la chute des corps. Donc, ce qu'il va faire, c'est petit à petit modifier sa représentation. Alors, je vais mettre l'image en plus grand. Ça, c'est pas très grand. Voilà, en plus grand. Ça, c'est un extrait des livres de Galilée. Donc, vous avez, à gauche, vous avez la représentation initiale où vous avez simplement la chute des corps, d'un corps, avec la représentation donc de la trajectoire et des distances parcourues. En fait, c'est l'état où il en est, dont je viens de parler. Petit à petit, sa représentation va changer, c'est-à-dire que, après avoir représenté la trajectoire uniquement avec l'espace parcouru, dans les textes vont apparaître cette figure qui représente la distance parcourue, mais aussi, ici, quelque chose qui est tout à fait nouveau, et peut-être même, on pourrait dire, abstrait, c'est-à-dire la vitesse. Comment c'est représenté la vitesse? À chaque point qu'il atteint, par exemple, ces points-là, ce point-là, ce point-là, dans la chute, même s'ils ne sont pas équidistants, il va indiquer quelle est la vitesse atteinte par l'objet par ce petit trait-là. Ça, c'est la vitesse qu'il atteint quand il est arrivé à ce point-là, dans sa trajectoire. Ceci, c'est la vitesse qu'il obtient lorsqu'il est arrivé en D, et ceci, et etc. Alors, il prend comme hypothèse, bien entendu, c'est ça que la vitesse augmente de manière uniforme. C'est-à-dire que la vitesse ne varie pas brusquement, qu'elle augmente de manière uniforme, ce qui est une hypothèse plausible à cette époque. Et enfin, donc là, on a déjà l'apparition d'une nouvelle variable, on va dire, d'une nouvelle quantité, en tout cas, la vitesse sur le graphique. Et enfin, ici, ce qu'il va faire, c'est complexifier encore la représentation, où cette fois-ci, la distance est ici, elle est dissociée complètement de la figure, et ce qui est représenté, et ça on le voit en lisant le texte, c'est que
Ce qui est représenté, c'est à nouveau les vitesses, on va dire, qui sont par exemple ici. Alors, les carrés servent à autre chose dans la représentation, mais les vitesses qui sont ici, et cette fois-ci, c'est le temps qui est ici, AB. AB, c'est le temps, et la distance parcourue est dissociée de la figure. Ce qui change tout, à vrai dire, et qui va lui permettre de trouver réellement la loi de la chute des corps. Alors, le problème que va rencontrer Galilée, c'est que, du point de vue mathématique, il ne peut pas, je vais en parler plus en détail après, il ne peut pas représenter, ou tout au moins calculer, les vitesses de manière efficace. C'est-à-dire qu'il ne peut pas calculer la vitesse instantanée, la vitesse à un moment donné, il la représente. Là, on voit ici que sont représentées des vitesses à certains moments. Donc ce sont des vitesses instantanées. Mais la difficulté conceptuelle vient de l'incapacité des mathématiques qu'il connaît, lui, à cette époque, pour écrire ces valeurs et les obtenir par un calcul. Et de même, ça pose le problème avec l'accélération, qui est la variation de la vitesse instantanée, qu'il est justement incapable de représenter. Alors, pourquoi il est incapable de le représenter? Eh bien parce que les mathématiques qu'utilise Galilée sont les mathématiques liées, déduites, on va dire, de la théorie des proportions chez Euclide, dans le livre 5 des éléments. Alors, si vous écoutez à la radio l'émission que je vais mettre cette semaine, je vais parler, pas encore d'Euclide, mais disons des débuts de la science grecque, et j'évoque d'ailleurs exactement ce problème. C'est-à-dire, chez les mathématiciens grecs, on ne peut calculer que sur des rapports de grandeur de même espèce, on dirait. C'est-à-dire des grandeurs comme les longueurs. Donc je peux comparer, on va dire, des longueurs, ce qui revient à dire je peux diviser une longueur par une longueur, pour voir combien de fois la deuxième est dans la première, par exemple. Je peux diviser des surfaces par des surfaces, je peux diviser des volumes par des volumes, les Grecs ne le faisaient pas, mais Galilée pouvait le faire, je peux comparer des temps avec des temps, des distances avec des distances, mais je ne peux pas comparer des distances avec des temps. Donc je ne peux pas calculer des vitesses, puisqu'une vitesse, c'est le rapport entre une distance et un temps. Et ça, il est incapable de l'écrire. Il est obligé de passer par des tournures extrêmement contournées, qui sont typiques des mathématiques de la géométrie grecque. C'est, par exemple, de dire telle distance est à telle distance, ce que tel temps est à tel temps. Par exemple, la distance pour aller de A à B est à la distance pour aller de B à C, ce que le temps pour aller de A à B est au temps pour aller de B à C. Ce qui reviendrait pour nous à dire que le rapport de la distance AB à la distance BC est égal au rapport du temps pour aller de A à B au temps pour aller à la distance BC, qui s'écrirait sous la forme d'une égalité de deux fractions, autrement dit, chez nous. Et donc, ça c'est très important du point de vue de l'épistémologie des sciences, parce que Galilée est juste à la limite du moment qui va nous intéresser dans les semaines qui suivent, où va apparaître le calcul infinitésimal. Il est contemporain d'ailleurs de ce calcul infinitésimal, mais où subsistent quand même chez les mathématiciens, y compris chez Newton, des représentations géométriques. Et ce calcul infinitésimal va justement répondre à ces questions en utilisant la question de la vitesse instantanée chez Newton, va répondre à ces questions en utilisant par exemple la capacité de diviser des distances par des temps. C'est-à-dire une façon de casser cet interdit. Cette rupture étant permise en particulier par le travail de Descartes, qui est aussi contemporain. Bon, je m'aperçois que le temps a passé très vite et que je me trouve à quasiment 45 minutes de cours, ce qui est peut-être, en tout cas à mon avis, la limite de ce que l'on peut supporter quand on suit une vidéo. J'ai fait à peu près la moitié de ce que j'avais prévu. Donc je vais reporter au prochain cours
la partie physique, on va dire, du travail de Galilée, et ce qui me permettra de conclure tout ce que je veux dire sur Galilée. Dans la suite, donc, je parlerai du passage, je parlerai d'un personnage qui est peu connu, beaucoup moins connu que tous les gens dont j'ai parlé jusqu'ici, beaucoup moins connu que Kepler, Copernic, Galilée et Newton, dont je parlerai après, mais qui s'appelle Huygens, et qui me permettra de faire le lien avec Newton. Donc, je vais m'arrêter là et je vous remercie de votre attention en espérant vous retrouver la prochaine fois.